Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. L'organisation internationale vient de récompenser toute la détermination du président Ali Bongo Ondimba à sortir l'éducation en Afrique du marasme dans lequel elle est plongée. Plus qu'une détermination, c'est une feuille de route tenant lieu de défis à relever absolument. L'éducation ne doit pas se contenter d'une éducation mimétique, au contraire. L'éducation ne doit plus être considérée comme un indicateur utile aux organisations internationales pour juger telle ou telle autre politique dans nos pays. Nous devons nous l'approprier comme un véritable moyen d'intégration de nos citoyens au sein des sociétés africaines, mais aussi au sein de la communauté internationale. L'éducation doit être pour cela un véritable vecteur d'épanouissement social, de modernisation et de prospérité pour nos économies. L'éducation doit être la source de l'émergence d'une société plus équitable, plus tolérante, seule voie pour assurer durablement la cohésion sociale, la démocratie et la paix en Afrique. Une éducation spécifique à l'Afrique, somme toute, qui s'intéresse davantage aux maladies que l'on trouve en Afrique, qui est à même de résoudre les problèmes technologiques liés à la construction de nos infrastructures, qui est en mesure d'adresser des réponses efficaces, adaptées à la gestion de nos cités, en définitive une éducation qui réponde à nos préoccupations quotidiennes et surtout qui soutienne nos ambitions. Cette éducation que j'appelle de tous mes voeux est le seul moyen de redevenir responsable de nos propres actes, de créer et de nous recréer nous-mêmes et d'inventer avec d'autres un autre monde. Un monde où l'Afrique aura sa place à côté des autres et non plus derrière les autres. Bien sûr, le président Ali Bongo Ondimba a remercié le CAMES pour l'intérêt qu'il accorde tant à sa vision qu'à son action en faveur de l'éducation. Cette distinction qui m'honore aujourd'hui et à travers moi la nation gabonaise m'oblige davantage que par le passé à travailler à vos côtés et avec moi bien d'autres. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des candidats admis et de leur demander de continuer à travailler avec ardeur pour l'émergence d'une Afrique qui gagne, et sur tous les terrains, sur tous les continents. Signalons que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'action OIPA-CAMES, organisation créée en 2002 à Abidjan. Son objectif, reconnaître et encourager la pertinence de l'action au bénéfice de l'éducation. Il faut ajouter que la distinction du président de la République n'est pas la première décernée par le CAMES au numéro 1 du Gabon. Elle confirme ainsi la volonté de réforme et surtout l'exigence des résultats qui sous-tendent aujourd'hui la politique d'Ali Bongo Ondimba depuis 2009. Nous repartons au palais présidentiel avec Anissé Sambaboubou et bienvenue Miko. Cité de la démocratie, palais des conférences. Vendredi 15 avril 2011. Un peu moins de 2 ans seulement après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État est honoré par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pour ses multiples réformes et instructions en faveur de l'enseignement supérieur, le président Ali Bongo Ondimba est élevé au grade de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques. Excellence Ali Bongo Ondimba, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'accord portant création et statut de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA-CAMES, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre. La récompense de ce lundi 12 novembre intervient 19 mois seulement après la première. Elle confirme la volonté et la détermination d'un homme à promouvoir l'excellence. Parfait symbole de cet idéal d'excellence au crédit du numéro 1 de la République, le Prytanée militaire de Libreville. Une école de formation militaire d'élite, mais aussi l'hôpital d'instruction des armées, doté d'une structure ultramoderne de formation de santé en appui.
À cela s'ajoutent les différents centres hospitaliers universitaires en gestation, les états généraux de l'éducation et plusieurs autres facteurs qui ont concouru à la nouvelle décision du CAMES. Pour le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, c'est indéniable. L'action du président Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon est crédible. Au cœur de ce processus de développement, la formation et l'éducation des forces vives, que le président de la République place au centre de ses priorités. Il n'y a pas de développement efficient sans une formation adéquate. Pour le président de la République, c'est le prix à payer pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2025. Créé en 2002, l'Ordre international des palmes académiques du CAMES s'est fixé pour objectif de reconnaître et d'encourager la pertinence de l'action des personnalités politiques et civiles. Fervent défenseur de l'action académique et éducative au Gabon, Ali Bongo Ondimba est le 8e chef d'État à avoir été honoré de la plus haute distinction du CAMES. Toujours plus haut et toujours plus loin vers le futur, le président de la République poursuit donc le chemin tracé vers des lendemains meilleurs pour le Gabon. Bien avant cette cérémonie du palais présidentiel s'ouvrait toujours dans la capitale gabonaise la réunion sur l'approche Une seule santé organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant 3 jours, la centaine d'experts venus d'une dizaine de pays d'Afrique vont identifier les voies pour collaborer contre les épidémies mettant en relation l'homme, l'animal et l'environnement. Richard Moubiwa Massese Djeri Mbougou Bivougou. Collaborer pour sauver des vies. C'est parce que les épidémies telles Ebola ont fait 543 décès dans plusieurs pays d'Afrique qu'il faut agir ensemble. Cette réunion sur l'approche Une seule santé voit la participation de plusieurs organismes des Nations Unies et de certaines ambassades. L'ambassadeur des États-Unis, Eric Benjaminson, a d'ailleurs salué les travaux du CIAMF sur les épidémies avant que l'OMS ne situe les enjeux. L'approche Une seule santé consiste en effet à tirer profit des forces et des dispositions en matière de santé humaine, animale et de préservation des écosystèmes pour minimiser et mieux gérer les risques de maladies émergentes et mieux protéger la santé publique contre la propagation d'agents pathogènes dangereux. En ouvrant les travaux, le ministre de la Santé a dit l'importance de cette réunion. La lutte contre ces épidémies n'a été gagnée que grâce à des actions coordonnées réalisées dans un cadre multisectoriel avec l'appui des partenaires dans un élan de solidarité face à la souffrance, les décès et les dépenses de santé publique. La pertinence des objectifs de la première réunion nous donne l'espoir que vos échanges au cours de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, permettront de contribuer au renforcement de la prévention et de la riposte aux menaces posées par les épidémies dues aux maladies émergentes d'origine zoonotique dans la région africaine. L'union faisant la force, cette approche commune permettra d'éradiquer les épidémies pour une sécurité sanitaire transfrontalière. En tout cas, nous suivrons cette actualité tout au long de cette semaine. Je vous l'ai dit, l'utilisation du logiciel SM S4 d'ici, thème d'un séminaire régional de l'Union internationale des télécommunications sur la gestion du spectre des fréquences pour les pays francophones qui se tient depuis ce matin dans notre capitale. Les travaux ont été ouverts ce matin dans un hôtel de la place par le ministre gabonais de l'économie numérique et de la communication, Blaise Louembe. Rodrigue Tessa Mwanga, Félix Moudibangoy. Le logiciel SMS 4DC développé par l'Union internationale des télécommunications va permettre la gestion automatisée du spectre des fréquences radioélectriques.
L'UIT a développé un outil pour les pays en développement, donc, qui est le logiciel SMS for DC, donc pour les pays en développement, qui permet à chaque pays moins avancé ou en voie de développement d'acquérir un outil abordable et de mettre en place une gestion dynamique de ces ressources rares que sont les fréquences au niveau national. Cette rencontre pédagogique d'envergure sous-régionale est conjointement organisée par l'UIT et l'ANAF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. L'organisation du présent séminaire sur l'utilisation du SMS 4DC se justifie par le souci du Gabon de s'arrimer aux nouvelles technologies. En effet, le SMS 4DC est un outil indispensable pour la planification et la gestion du spectre dans les pays en voie de développement. Pour le Gabon, pays en développement, la maîtrise de la gestion des fréquences radioélectriques est une réelle problématique. Le Gabon a pris l'initiative de faire de la gestion du spectre de fréquences une priorité de son développement et une garantie de sa souveraineté nationale. Aussi, sur la base des très hautes orientations de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'économie numérique constitue une composante essentielle dans le processus qui doit faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Destiné à moderniser la gestion des fréquences au niveau de la sous-région, ce séminaire qui va durer 5 jours favorise également une adaptation aux évolutions technologiques indispensables à la fracture numérique. À retenir également ce soir le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique lancé aujourd'hui à Libreville au cours d'un atelier organisé par le ministère gabonais de l'Agriculture en partenariat, disais-je, avec la FAO, la Banque mondiale, le NEPAD et la CAC. Célestin Nguema Obam, Victor Mundunga de la rédaction de Gabon Télévision. Lorsque l'agronome René Dumont écrivait en 1962 que l'Afrique noire est mal partie, notamment dans le domaine agricole, certains spécialistes africains ont recusé cette affirmation. Pourtant, plus de 50 ans après les indépendances africaines, l'agriculture dans la plupart des pays subsahariens a du mal à décoller véritablement. Ce matin, les personnalités qui ont pris la parole au cours de cet atelier ont relevé à nouveau les obstacles au progrès agricole en Afrique. Les causes de cette situation sont connues. Conflits armés, maladies invalidantes, insuffisance de la maîtrise de l'eau, utilisation parcimonieuse des intrants agricoles, exode rural, faiblesse des investissements dans les secteurs agro-pastoral et halieutique, faiblesse de la recherche et de la vulgarisation agricole, enclavement des zones de production, difficulté d'accès à la terre pour les femmes et les jeunes, etc. Le Gabon étant concerné par cette situation, le ministre de l'Agriculture a énoncé les principaux défis à relever. Nourrir la population gabonaise dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation accélérée. Accroître de manière durable, quantitativement et qualitativement la production agricole par la productivité et l'intensification. Les enjeux de ce secteur agricole ont amené le Premier ministre gabonais à réitérer les engagements du gouvernement à faire démarrer l'agriculture avec l'appui des partenaires indiqués. D'ores et déjà, je puis vous assurer de l'engagement total du gouvernement à faire aboutir ce processus dans les meilleurs délais, étant les derniers à nous impliquer dans le processus. Nous devrons donc faire, Monsieur le ministre, un effort particulier pour rattraper le retard que nous avons accumulé en la matière. Avec plus de 20 millions d'hectares de terres arables inexploitées et un climat adapté aux cultures, le Gabon dispose des moyens de développer une agriculture capable à la fois de nourrir sa population et exporter. Et comme vous venez de l'entendre, le Premier ministre ouvrant les travaux de cet important atelier ce matin à l'immeuble Arambo a bel et bien réaffirmé la volonté du Gabon de faire aboutir ce processus commun de développement agricole dont notre pays a bel et bien besoin. Nous retrouvons cette fois nos confrères de la presse de la primature, Claudette Eweré-Richon, Alain Serge-Yéné. 16 portant disposition commune à toutes les élections politiques.
C'est en présence des membres du gouvernement, des représentants des bailleurs de fonds et des partenaires au développement que le Premier ministre Raymond Ndongsima a ouvert les travaux de l'atelier du lancement du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDD2A. Cette initiative commune adoptée en 2003 à Maputo par les chefs d'État et de gouvernement africains convient d'investir au moins 10% du budget national dans le secteur agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire. Sur le plan national, ce programme devrait donc aider notre pays à mieux valoriser les initiatives pour le développement de meilleurs programmes d'investissement et à mettre en œuvre des mécanismes appropriés. Le PDDA vise également la mise en place d'un dispositif institutionnel favorable à l'émergence d'une agriculture performante, créatrice d'une croissance durable. C'est pourquoi il me paraît utile de recadrer ici les attentes du gouvernement par rapport aux travaux de lancement du processus de mise en route du PDDAA. Vos travaux devraient pouvoir montrer clairement le cadre optimal de formalisation et de mise en œuvre des plans d'investissement agricole qui seraient adaptés à notre pays. À cet effet, il me plaît de réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire de l'agriculture l'une des composantes fortes du pilier Gabon vert, contribuant significativement au développement économique et durable de notre pays. Cette ambition devrait s'articuler autour de 3 axes principaux, à savoir une agriculture moderne et durable, socialement valorisante, écologiquement intensive et compétitive vis-à-vis de l'offre extérieure des autres secteurs économiques, rentable pour les exploitants agricoles et qui soit fondée sur une bonne organisation des producteurs, de sorte qu'elle puisse contribuer à la sécurité alimentaire et à la création de richesses nationales. Ensuite, une agriculture qui est structurée autour de pôles et corridors de développement intensif, rajeunie par l'installation de jeunes individuellement ou en groupe et comportant un volet important d'agriculture périurbaine. Enfin, des infrastructures et des services de base offrant des conditions de vie attractives ainsi que des opportunités d'emploi dans l'agriculture, capables d'assurer un revenu décent à ceux qui s'intéresseront à cette activité comparativement aux autres secteurs. En réitérant l'engagement du Gabon pour la mise en œuvre de l'accord de Maputo, Raymond Ndongsima intègre bien le PDD2A dans les efforts nationaux qui visent à promouvoir la croissance du secteur agricole dont la moyenne annuelle est fixée à 6% et partant le développement économique. Retenez également dans votre agenda que s'ouvre demain mardi 13 novembre 2012 à 11 h à l'immeuble Arambo la 24e session ordinaire de la réunion du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Les travaux seront dirigés par le ministre gabonais de l'économie, de l'emploi et du développement durable, M. Luc Oyoubi, en sa qualité de président en exercice de l'UEAC. Ces assises, prélude à la tenue prochaine à Libreville du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ont pour but essentiel de faire l'état des lieux des avancées de notre intégration régionale, d'examiner le programme d'action et le budget de la communauté pour l'exercice 2012, tout comme sera évoquée la feuille de route devant conduire à l'accélération du processus d'intégration. Le meeting de l'opposition gabonaise tenu par les membres de l'ex-Union nationale dissoute, meeting samedi dernier à Sotega, à Libreville, continue de susciter l'attention de la classe politique. La rencontre qui a rassemblé des milliers de partisans de l'ex-Union nationale a débouché sur des contradictions. Une bonne frange des jeunes partisans se disent aujourd'hui abusés de la politique politicienne. Ils ont exprimé leurs exaspérations au micro de nos confrères
de la presse internationale. C'était le week-end écoulé. Le Gabonais est tellement libre. Au Gabon, il n'y a pas de garçon. Gbagbo a bien dit, au Gabon, il n'y a pas de garçon. Les femmes, tous on les QPD. Tous les jours, venez écouter les poètes. On les fatigué les discours. Sur ce plateau, pour en parler, nous recevons un analyste politique, Michel Philippe Nzé. Michel Philippe Nzé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Michel, vous venez de regarder comme nous ces images fortes. Que vous inspirent ces images? Est-ce que cela préfigure aujourd'hui l'implosion de l'opposition gabonaise? Non, je crois qu'il faut ne pas trop, je veux dire, se précipiter dans cette conclusion qui me paraît tout à fait hâtive, pour dire qu'il faut plutôt s'en inquiéter, parce que toute la classe politique, qu'on soit dans le camp du pouvoir ou dans le camp de l'opposition dite modérée, il y a de quoi être inquiet, parce que là, c'est l'expression d'un extrémisme que l'on serait tenté, je veux dire, d'attribuer la paternité à ceux-là qui ont été conspués. J'entends par là les leaders historiques, les anciens de l'ex-Union nationale, qui, semble-t-il, auraient été conspués par ces militants radicaux. Cela est inquiétant parce que tous les extrémismes, lorsqu'ils s'expriment, ne peuvent augurer rien de bon pour le pays. Je pense qu'on est dans une dynamique qu'il faut enrayer très vite et que j'en appelle pour cela au sens de l'État, de ses dirigeants, de ses responsables de l'ex-Union nationale, afin qu'ils puissent se reprendre le contrôle de leurs troupes. Parce que si un extrémisme ne peut pas s'exprimer, ou alors est bridé, il va s'exprimer d'une manière ou d'une autre qui peut occasionner des débordements préjudiciables justement à la paix sociale et à l'unité du pays. Je veux dire aussi que dans cette histoire-là, les responsabilités me semblent tout à fait constituées. Il s'agit justement, comme dirait l'autre, qui sème le vent récolte la tempête. Il semble là qu'on est en face d'un débordement qui échappe complètement au contrôle de ces leaders de l'ex-Union nationale et que la responsabilité en ce qui les concerne est totale. Alors Michel, après l'exclusion il y a quelques jours de maître Louis Gaston Maïla de l'UFC et les échauffourées que nous venons de regarder samedi dernier, les Gabonais y voient des signes d'un affaiblissement de ce camp politique. Alors selon vous, comment ce camp politique, l'opposition, doit faire pour sortir de cette impasse? Je crois que là, je voudrais pour cela répondre à cette question, rappeler que le chef de l'État, lors de la réunion du Parlement réuni en congrès, avait lancé la balle dans le camp justement de cette opposition en leur demandant tout simplement de reconnaître les institutions, dont la principale qui est la présidence de la République. Je veux dire qu'à ce moment-là, si véritablement l'intention est d'aboutir à une plateforme de discussion, quelle qu'elle soit, avec le pouvoir, je pense que ce n'est pas un trop grand sacrifice que de reconnaître ce que le chef de l'État a dit, reconnaître les institutions. En tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver un cadre propice et des interlocuteurs sincères pour pouvoir instaurer cette discussion qui, à mon sens, n'est pas nouvelle. Le Gabon est un pays de tradition et je crois qu'il suffit pour cela, dans son référé, a fait le président Omar Bongo Ondimba qui a fait du dialogue entre les Gabonais
un élément essentiel de sa politique. Je pense que le pouvoir a démontré à travers la locution du chef de l'État devant le Parlement qu'il n'est pas opposé à toute forme de dialogue. Encore faudrait-il qu'il y ait en face des interlocuteurs qui entrent dans un cadre républicain sur des questions d'intérêt général, non des questions particulières qui touchent au devenir de certains et non pas à l'intérêt de la collectivité nationale. Je pense que les questions sont nombreuses qui peuvent nécessiter que ces dirigeants fassent preuve de responsabilité et passent par les conditions, la condition principale que le chef d'État a posée. Et je pense que pour désamorcer la situation nouvelle à laquelle nous assistons au niveau de l'opposition radicale, c'est-à-dire le contrôle de ces extrémismes qui se développent en ce moment, la solution pourrait venir justement de cette discussion, quelle qu'elle soit, je veux dire, quelle que soit la forme qu'elle prendrait, et qui ferait certainement consensus, parce qu'il ne s'agit pas de venir avec des revendications principales qui sont perçues comme une sorte de surenchère, mais si l'intérêt, l'idée est de pouvoir discuter des questions d'intérêt général, le pouvoir, par la bouche du chef de l'État, a clairement donné les conditions. Ça ne coûte rien de le faire, et je pense que c'est une réponse qui pourrait être donnée là, à cette forme d'extrémisme, ces dérives que moi je rappelle encore une fois qui sont au contraire inquiétantes et qu'il faut rapidement museler et canaliser cela dans le cadre d'un échange républicain sur des questions qui touchent l'ensemble de la collectivité nationale. Merci Michel Philippe Nzé. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous intervenez ce soir à l'occasion du meeting des membres de l'opposition de l'ex-UN samedi dernier, un meeting qui a débouché sur plusieurs contradictions, comme vous venez de le voir sur ces images. Restez avec nous, Michel Philippe, avec la poursuite au Palais Léomba des auditions des membres du gouvernement de la République. Ce matin, le tour est revenu au ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndungu, de présenter le projet de budget 2013 de son département ministériel. Presse de l'Assemblée nationale. Préparation en amont des élections politiques, l'administration des partis politiques et des associations, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et la décentralisation qui est à la tutelle des collectivités locales, se charge également d'assurer la gestion des services généraux et l'administration du territoire pour, in fine, pérenniser la présence et la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire, d'une part, et d'autre part, garantir la mise en œuvre locale des politiques publiques nationales. Il s'agit également pour ce département ministériel de garantir la sécurité des personnes et des biens. La mission concerne l'activité de la police dans son volet sécurité publique ainsi que les opérations de protection civile. Le budget prévisionnel 2013 du dit département s'inscrit dans cette vision sectorielle, ceci pour être en phase avec les réformes budgétaires qui conduisent à l'opérationnalisation du budget par objectif de programme. Il est prévu pour le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation une enveloppe budgétaire globale de 65 milliards 834 millions 24 845 francs CFA contre 55 milliards 307 millions 217 428 francs en 2012, soit une hausse de 19,03%. Ce budget 2013 devra donc s'inscrire dans la continuité des axes prioritaires et autres objectifs engagés dans le plan stratégique Gabon émergent, tels la modernisation de l'état civil. Il s'agit pour notre pays d'une part de s'adapter aux standards internationaux, de sécuriser la délivrance des documents d'identité et passeports, et d'autre part de simplifier les démarches des citoyens en permettant la délivrance des documents d'état civil en tout lieu du territoire national où la demande est enregistrée. En matière d'offres de sécurité et de protection des personnes et des biens, il va être lancé dans les prochains jours la formation de 3000 nouveaux policiers. Il se poursuit le programme de réhabilitation des structures existantes, de construction de nouveaux commissariats, Libreville, Port-Gentil et Oyem, et des antennes de surveillance de flux migratoires à l'intérieur du pays, Mouila, Mayumba, Kokobich, Ndende. Là aussi, comme à chacune des auditions précédentes, les honorables députés de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique ont posé plusieurs interrogations, notamment celles liées au processus électoral parce que les concernant au premier chef. Les éclairages du numéro 1 de l'intérieur sont venus apporter des lumières à certaines zones d'ombre rencontrées par les élus du peuple.
L'immeuble Arambo abrite demain les 6e journées du chargeur africain. Pendant 3 jours, les experts de ce domaine vont débattre des questions concernant le développement maritime. Sur ce plateau, pour en parler, nous recevons Guy Durand Onzunga. Il est conseiller du directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, en même temps coordonnateur général de l'événement de la capitale gabonaise. Monsieur Onzunga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simangoy. Alors, ces 6e journées du chargeur africain s'ouvrent bel et bien demain à 9h à l'immeuble Arambo. Vous confirmez? En effet, monsieur Simangoy, comme prévu, l'événement ouvre ses assises demain à partir de 8h. En fait, nous attendons déjà les différents délégués et l'ensemble des participants à cet événement. Ils sont tous déjà là à Libreville? Ils sont tous présents. Alors demain, pendant 4 jours, disais-je, de quoi va-t-on parler, monsieur Ondunga? Bien, alors, il faudrait dire que cet événement dénommé 6e journée du chargeur africain est un cadre qui a été effectivement pensé pour permettre aux différents acteurs de la chaîne des transports du commerce international, plus particulièrement effectivement les chargeurs d'une part et les conseils africains d'autre part, pour se concerter et essayer de recenser un certain nombre de problèmes qui effectivement peuvent faire jour dans l'exploitation quotidienne du secteur, des attentes nombreuses des chargeurs et au bout du compte, en fait, arriver à trouver des solutions et éventuellement des réponses. En fait, ils sont nombreux les objectifs que nous visons dans ce contexte. On vise entre autres de créer une plateforme interactive entre les différents acteurs que j'ai cités plus haut, les chargeurs d'une part et les conseils d'autre part. Nous avons aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est une occasion pour célébrer effectivement l'appartenance à un groupe, c'est-à-dire le groupe des chargeurs africains. Donc, entre autres objectifs visés, il y a ceux-là que nous espérons effectivement atteindre au bout de 3-4 jours. Très bien. Alors, M. Onzunga, les temps forts du programme de cette journée? Bien, à propos du programme, permettez donc que je précise avec force et vigueur que le programme a connu une légère modification, mais très importante tout de même. Allez-y. Il faut rappeler que demain, la cérémonie effectivement commencera à 9h précise, mais qu'auparavant, à 8h, nous attendons l'ensemble des délégués, l'ensemble des invités, locaux comme internationaux. À 8h45, il est prévu l'arrivée du président d'honneur de ces journées, 8h45. C'est une surprise, permettez-moi de ne pas vous donner le nom de cette personnalité, et on le découvrira demain. Et à 9h précise, à 9h30, ce sera la fin de la partie solennelle d'ouverture des travaux. Donc je reprends pour être plus clair, 8h, arrivée des invités, 8h45, arrivée du président d'honneur des 6e journées, 9h, arrivée de M. le Premier ministre, chef de gouvernement, début de la cérémonie d'ouverture, et 9h30, fin des travaux d'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des travaux. On partira donc d'Arambo pour l'esplanade du Sénat, là où nous procéderons, M. Simangoy, à l'inauguration de la foire exposition, un autre temps fort de notre événement. Alors, M. Onzunga, vous êtes le coordinateur général de l'événement, les 6e journées du chargeur africain. Je le rappelle, on va s'arrêter là et en attendant de se retrouver demain. Je vous en prie. C'est un plaisir, M. Simangoy. Merci Guy Durand Onzunga. Je rappelle que vous êtes le conseiller du directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, en même temps coordinateur des 6e journées du chargeur africain qui démarre demain à Libreville, notamment à l'immeuble Arambo. Restez avec nous, M. Onzunga, pour parler d'une question importante, le transport interurbain dans la capitale gabonaise qui a connu des difficultés ce matin à l'origine, la grogne des agents de la société gabonaise de transport, Sogatra, qui ont observé un mouvement d'humeur suite au non-paiement de leur salaire. C'est-à-dire que Mole Malunga et Joseph Biogué se sont rendus à la base Sogatra, à Libreville. Depuis ce matin,
aucun bus de la Sogatra n'est en circulation dans la ville. À l'origine de cette rareté du transport urbain le plus emprunté par une grande partie des Gabonais, la colère de ces agents qui n'ont toujours pas perçu le paiement des salaires du mois d'octobre. Depuis que la Sogatra a été créée, nous avons souvent ce problème de retard de salaire les 3 derniers mois. Vous savez que la Sogatra est une société parapublique et vit de la subvention de l'État. Il s'avère qu'après le mois de septembre, nous sommes toujours confrontés à ce problème. Revenons sur le problème qui amène ce mouvement d'humeur aujourd'hui. La direction générale a pris certaines dispositions à temps pour faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus. Chaque année, curieusement, à cette période précise, le scénario est le même. Aujourd'hui, les agents de la Société gabonaise des transports ont dit leur ras-le-bol. En 2010, les salaires du mois d'octobre ont été payés pratiquement en décembre. En 2011, les salaires du mois d'octobre ont également été payés en décembre. Par contre, en 2012, le directeur général a pris toutes les dispositions pour que les salaires du mois d'octobre soient payés le plus rapidement possible. Alerté, le ministre délégué en charge des transports est venu jouer la carte de l'apaisement. Le ministre délégué en charge des transports était là ce matin, confirmé aux agents que les salaires seront payés demain. En tout cas, vivement que la sérénité soit de retour pour éviter le chaos. Vivement que la sérénité soit de retour pour éviter le chaos. Et justement pour éviter le chaos, sur ce plateau, la responsable marketing et communication à Sogatra, mademoiselle Nang Elangman, Estelle Ida. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon. Alors, les dernières informations concernant ce mouvement d'humeur de Sogatra ce matin. Okay. Donc, suite au mouvement d'humeur observé ce lundi 12 novembre 2012 par un groupuscule d'agents de la Société gabonaise de transport, le trafic a connu d'énormes perturbations sur l'ensemble du réseau d'exploitation. Saisi du problème, le ministre délégué en charge des transports, M. Emmanuel Jean-Didier Billet, s'est rendu à la base Sogatra afin de s'enquérir personnellement de la situation. À la suite des échanges qu'il a eus avec le personnel, des assurances leur ont été données sur le règlement imminent des salaires du mois d'octobre demeurés impayés. La Sogatra présente ses excuses à ses usagers pour le désagrément occasionné et rassure son aimable clientèle du souci qui est le sien de toujours les conduire en toute sécurité. Au lieu de 3 mois d'arrêt de salaire, il s'agit bel et bien d'1 mois d'arrêt de salaire, madame la responsable marketing. En effet, monsieur Simangoy, la précision est de taille. D'aucuns parlent de 3 mois d'arrêt de salaire ou 2 mois. Il est important de préciser ici qu'il ne s'agit que du seul mois d'octobre 2012. Voilà. C'est le seul mois qui reste impayé. Et vous confirmez que la sérénité est revenue à Sogatra? Tout à fait. La sérénité est revenue à Sogatra. Merci madame. En tout cas, nous vous retrouverons au cours d'autres occasions. Cette information, avant de boucler cette session d'information, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mardi 13 novembre, 9h30, audition du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon sur le thème « L'état nutritionnel chez l'enfant gabonais de 0 à 5 ans » en la salle Jean-Hilaire Obama, mercredi 14 novembre, commission des lois et des affaires administratives, 10h, examen du rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon en la salle et jeunes à Mogo. Et jeudi, commission de loi et des affaires administratives, 10h, examen du rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon à la salle et jeunes à Mogo. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Demain également, nous reviendrons sur cette importante réunion politique des responsables du PDG au premier arrondissement dans la commune de Libreville. Vont
m'accompagner cette semaine au son et Mary Mouyegé au VTR, Françoise Pamboy Sandrine Akwangou au nodal, Jean-Pierre Manyungu, caméra, Jean-Gérard Miyundu, à la réalisation Yannick François Ondo Evung et à la coordination du journal Pélagie Mboui Obono. Merci d'avoir regardé le journal. À demain 20h.